Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série J-Ligue 1 que j'ai lancée récemment. Vous pouvez d'ores et déjà voir la première vidéo que j'ai sortie sur l'OGC Nice, une petite série dans laquelle on essaye de faire un focus sur un club, essayer de faire un petit récap de la saison passée, voir les différents changements également qu'il y a eu cet été, et ensuite se projeter tout simplement sur la saison en cours, ce qui nous intéresse vraiment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de choses à dire, alors installez-vous et bon visionnage. Tout de suite avec le récap de la saison passée. Au niveau de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille a terminé second du classement, une deuxième place synonyme de qualification directe en phase de groupe de Ligue des Champions cette saison, une deuxième place surtout acquise en la dernière journée du championnat avec cette belle victoire 4-0 dans un vélodrome chaud bouillant face à Strasbourg, et surtout dans le même temps Lens qui est égalisé face à Monaco en toute fin de match, là aussi dans un match fou où il y avait eu 2 buts partout et qui avait donc permis à l'OM de terminer deuxième. Voilà une saison on va dire plutôt intéressante forcément Ligue 1 avec cet objectif réalisé de terminer second, une très belle place, une équipe qui a été surtout bâtie sur une très bonne défense. L'OM a terminé avec la 3e meilleure défense de la saison derrière le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, et voilà en attaque on a senti peut-être un peu plus de difficultés parfois à trouver des brèches dans les défenses adverses, parfois il y a eu beaucoup de possessions mais finalement peu de solutions qui étaient trouvées au sein d'un match. Malgré ça l'OM finit tout de même sur le papier avec la 5e meilleure attaque de Ligue 1, mais c'est vrai que par exemple moi pour avoir commenté quasiment tous les matchs de l'OM la saison passée, on a eu énormément de matchs où ça se terminait par un but d'écart, par un petit 1-0, un petit 2-1, voilà il n'y a pas eu énormément de buts et on a senti parfois toute cette peine que les attaquants et même les milieux de terrain ou les joueurs de l'Olympique de Marseille dans leur entièreté avaient voilà, vraiment du mal à trouver le chemin des filets et surtout se créer des occasions face à des défenses assez regroupées. Si on parle de Coupe d'Europe, là pour le coup je trouve qu'il y a une petite déception. D'abord ils étaient qualifiés en Europa League, les Marseillais en début de saison, dans un groupe qui semblait plutôt abordable malgré le fait que le nom des équipes soit quand même assez prestigieux. Voilà, il y avait la Lazio Rome, Galatasaray et Lokomotiv Moscou. C'est des équipes qu'on va dire assez voilà, prestigieuses mais qui sont pas forcément dans le meilleur moment de leur histoire. Et donc il y avait largement la place au vu des matchs en plus que l'OM a fait d'aller se qualifier. Or ça n'a pas été le cas. L'OM a terminé 3e de cette poule, ce qui lui a permis d'être reversé en Europa League Conference, la nouvelle Coupe d'Europe qui a vu le jour justement la saison passée. Et là aussi, petite déception, alors les supporters garderont évidemment des souvenirs en tête de certaines rencontres, etc., du parcours, puisqu'ils sont allés jusqu'en demi-finale. Mais voilà, déjà une petite déception là encore, puisqu'en demi-finale, la double confrontation face à Feyenoord s'est soldée par une défaite et un nul face aux Hollandais qui sont allés justement en finale, alors qu'on sentait l'OM potentiellement être capable d'aller chercher cette Coupe d'Europe. Et donc là voilà déjà une première petite déception sur ces 2 Coupes d'Europe disputées. On sent qu'il y a vraiment eu un échec là-dessus. Si on se tourne désormais vers la Coupe de France, là aussi je considérerais ça comme un échec puisque l'OM a été balayé en quart de finale par l'OGC Nice 4-1 dans un match en plus où ils avaient vraiment pas vu le jour. L'OGC Nice avait été exceptionnel et là encore il peut y avoir des regrets puisqu'on se rappelle que Nice avait justement sorti le Paris Saint-Germain de la compétition également et qu'il y avait justement peut-être la place d'aller au bout pour une fois et aller soulever un trophée. Ça commence à faire ça fait 10 ans là que l'OM n'a plus gagné un trophée, donc voilà ça aurait été aussi là l'occasion d'un petit peu garnir cette armoire à trophées. Et pour finir sur ce récap de la saison, je parlerai aussi simplement des confrontations directes avec les rivaux, notamment face au Paris Saint-Germain. Alors évidemment les deux clubs ne se battent pas à armes égales financièrement parlant, mais en revanche il y a tout de même un match nul et une défaite pour les Marseillais, ce qui peut être frustrant face à ton rival historique forcément. Et en plus de ça, ton deuxième rival et la rivalité qui se crée un petit peu au fil du temps, l'Olympico face à l'Olympique Lyonnais, et ben les 2 matchs ont été perdus par l'OM, donc là aussi beaucoup de regrets face à une équipe justement là pour le coup qui financièrement a des moyens assez similaires. Et donc voilà, là-dessus on va dire que même là, sur les confrontations directes, les supporters n'ont pas forcément pu beaucoup vibrer. Si on parle désormais des changements qu'il y a eu cet été, déjà le changement phare forcément, Jorge Sampaoli a quitté le club, l'entraîneur argentin. Alors il est resté assez évasif sur les raisons de son départ et a priori il n'aurait pas été satisfait du mercato. Il est parti au tout début du mois de juillet alors que ça venait à peine de commencer, mais il a senti que le club ne serait pas armé pour aller jouer en Ligue des Champions et surtout y faire bonne figure. A priori il a peut-être senti pour lui que ce serait la saison de trop avec l'OM et voilà vraiment il s'est peut-être dit qu'il fallait mieux partir comme ça. Peut-être qu'il a eu des signes prémonitoires également, des signes avant-coureurs qui lui permettaient de se dire que cette saison ça allait peut-être pas forcément le faire pour l'OM, ça l'avenir nous le dira. Mais donc du coup
voilà, Jorge Sampaoli qui s'en va et Igor Tudor qui arrive, le choix de Pablo Longoria. Donc Igor Tudor, ancien joueur de foot professionnel, notamment passé par la Juve, assez connu. Pour le coup, sa carrière d'entraîneur, elle est beaucoup moins connue. Il entraînait l'Hellas Vérone l'an passé en Italie, en Serie A, club avec lequel il a terminé 9ème. Alors, forcément, l'Hellas Vérone n'est pas voué à jouer le haut du tableau, mais voilà, on va dire que c'était une saison en demi-teinte, une saison dans laquelle il a essayé de mettre en place certains principes de jeu. C'est notamment un entraîneur qui aime vraiment jouer vertical, la verticalité, repartir de derrière et surtout sauter le milieu de terrain, essayer de toucher directement ses attaquants. Son objectif, c'est vraiment voilà, de rapidement trouver les joueurs devant pour rapidement se projeter vers l'avant. Cette verticalité, c'est vraiment le mot fort qu'on retient quand on regarde le système et les différentes mises en place tactiques qu'a mis Igor Tudor lorsqu'il est passé aussi bien l'Hellas Vérone que dans ses autres clubs. D'ailleurs, petite parenthèse, puisqu'on parle de ses autres clubs, c'est quand même un coach qui officie depuis une petite dizaine d'années et il est passé justement par déjà une dizaine de clubs, presque un changement chaque saison. Donc ça aussi, c'est pas forcément très rassurant pour l'Olympique de Marseille. Après la période Sampaoli, peut-être que le club aurait besoin justement de stabilité. Et là, pour le coup, on a un coach où sur le papier du moins, on n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un de très stable et qui reste longtemps dans ses clubs en tout cas. Donc voilà, ça, il peut déjà y avoir une petite réserve qui est émise là-dessus. Mais si on revient voilà vraiment comment il aime jouer, je parlais de beaucoup de verticalité. C'est aussi quelqu'un qui implique vraiment tous ses joueurs, aussi bien dans la phase offensive que défensive. Offensivement, c'est quelqu'un voilà, qui va demander à ses pistons de jouer très haut, puisqu'il joue toujours avec 3 défenseurs. Il demande à ses pistons de jouer haut, de combiner avec les offensifs, et vraiment cette volonté d'animer tous les 5 couloirs du jeu, les demi-espaces, les ailes et le centre du terrain. Et surtout, voilà, il va essayer de développer des relations entre notamment ses pistons et ses ailiers ou ses milieux offensifs pour qu'à chaque fois qu'il y en a un, voilà, par exemple, soit que le piston puisse dédoubler dans le couloir ou alors dédoubler dans le demi-espace si les ailiers ou les milieux offensifs sont justement le long de la ligne de touche. Et il y a vraiment cette volonté voilà, de mettre du monde vers l'avant. On a parfois même vu avec les Hellas Vérone des défenseurs centraux porter le ballon jusque dans la surface de réparation, vraiment monter assez haut. Et donc il implique tout le monde, vraiment offensivement, mais défensivement aussi, puisque défensivement, le pressing il va commencer dès les attaquants. Voilà, c'est un coach qui souhaite une récupération de balles extrêmement rapide et pour ça il faut que les attaquants pressent, il faut que tout le monde presse. Voilà, il y a cette volonté d'étouffer l'adversaire. Alors c'est une mise en place qui demande énormément d'efforts à ses joueurs. C'est d'ailleurs parfois compliqué de suivre le rythme, et je sais pas si les joueurs de l'OM sont vraiment l'effectif est vraiment taillé au mieux pour jouer dans ce système là, mais en tout cas voilà, il demande vraiment énormément d'efforts à ses joueurs, attaquants comme défenseurs et milieu de terrain. Tout le monde est concerné par l'attaque et la défense, et c'est aussi vraiment l'un des points forts d'Igor Tudor. Et justement, ça peut aussi un petit peu poser des problèmes au moment de défendre, puisque le pressing initié par tous les joueurs, forcément ça laisse beaucoup de place dans le dos des défenseurs, et qui dit laisser de la place dit que des contre-attaques, sachant que l'OM a souvent buté déjà l'an passé contre des blocs assez bas, ça pourrait être encore le cas cette saison, et des contre-attaques ça ferait vraiment le jeu de leur adversaire. Et donc voilà, il va falloir trouver un juste milieu entre voilà, que tout le monde soit impliqué, mais aussi garder quand même une certaine rigueur défensive pour éviter de prendre l'eau sur la moindre offensive adverse, parce que ça pourrait être compliqué. Et c'est là je trouve que le système de Tudor il détonne un petit peu par rapport à ce que faisait Sampaoli, puisque Sampaoli avait peut-être même parfois un côté un petit peu trop sécurisateur, ou qui pouvait d'ailleurs être à l'origine des difficultés que l'OM avait en attaque, parce que voilà, justement parfois au lieu d'aller directement vers l'avant, de trouver de la verticalité, les joueurs allaient jouer plus de manière latérale, et voilà, essayer de toujours sécuriser pour au cas où le ballon soit perdu, voilà, ne pas se mettre trop en danger. Et donc ça je trouve qu'il y a vraiment une différence sur ça entre les deux coachs notamment. Si on s'attarde désormais sur les joueurs, notamment les départs, il y en a eu des importants. On va d'abord parler de Steve Mandanda, forcément, gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, qui est en fin de contrat cet été et qui donc s'est assigné du côté du Stade Rennais. Alors là, pour moi, c'est vraiment la double mauvaise opération, puisque déjà tu perds ton gardien emblématique, l'un de tes joueurs phares du club, qui a joué le plus de matchs, et surtout tu vas renforcer un concurrent adverse pour le podium. On sait que le Stade Rennais commence à s'imposer petit à petit comme une équipe du haut de tableau, et donc là vraiment en leur donnant évidemment c'est pas l'OM qui a choisi, mais en signant là-bas, Mandanda il va forcément aller chez un concurrent de l'OM et renforcer surtout ce club breton qui avait des difficultés avec son gardien. Donc voilà, ça c'est vraiment une très mauvaise opération au-delà du côté affectif.
On peut aussi parler forcément de Boubacar Kamara, ce joueur polyvalent entre milieu de terrain, milieu défensif notamment, là où il a majoritairement joué et où il a été étincelant la saison passée, mais voilà, qui est aussi capable de jouer défenseur central, qui est très très bon. Ça pour moi vraiment c'est peut-être la plus grosse perte de l'OM cette saison, ce joueur qui était vraiment exceptionnel et surtout un joueur formé à Marseille. C'est vrai qu'il y en a quand même assez peu des joueurs formés à l'Olympique de Marseille, et là pour le coup tu avais vraiment un joueur d'avenir, et que peut-être la direction précédente n'a pas su valoriser et n'a pas su prolonger au bon moment, ce qui entraîne à le perdre libre cette saison, et il part donc à Aston Villa en première ligue. Là aussi il peut y avoir forcément beaucoup de regrets. On peut parler aussi de William Saliba qui est en fin de prêt, lui il retourne du côté d'Arsenal. On a pendant un moment cru qu'il pourrait revenir à Marseille sous forme d'un prêt prolongé, mais a priori Mikel Arteta chez les Gunners il souhaiterait vraiment le conserver et en faire un élément essentiel de sa défense l'an prochain, donc a priori il ne reviendra pas. On peut également parler de la vente de Lucas Perrin, le défenseur qui a été prêté du côté de Strasbourg. Il est définitivement transféré en Alsace, donc pour 1,5 million d'euros. On a également Luan Pérez, le défenseur, lui pour le coup c'est un petit peu plus surprenant, qui est vendu également pour environ 5,5 millions d'euros du côté de Fenerbahçe. Alors au moment où je tourne la vidéo, rien n'est encore officiel, en revanche ça devrait l'être prochainement. Mais donc voilà, lui on ne pensait pas forcément qu'il était voué à partir, même si bah voilà, a priori c'est le cas, il va aller en Turquie. Et on pourrait également avoir une vente de Bamba Dieng, il rentrerait pas forcément dans les plans de l'OM, et surtout, on en parlera après des arrivées, mais il y a une balance qui est largement dans le négatif. Il y a eu beaucoup plus d'achats que de ventes, et là il va falloir peut-être rééquilibrer un petit peu tout ça financièrement, et Bamba Dieng semble être une des options qui pourrait rapporter un petit peu d'argent à l'OM. Alors voilà, c'est rien n'est officiel, il n'y a que des rumeurs encore, mais pour l'instant il ne semble pas forcément, même dans les matchs de préparation il a joué qu'une quarantaine de minutes, il n'a pas l'air d'être vraiment impliqué dans ce projet là, et on a l'impression qu'on se dirige droit vers une vente. Et enfin on peut parler aussi de la fin de prêt d'Amin Harit, lui qui a joué vraiment un plus grand rôle sur la deuxième partie de saison, qui a été quand même assez intéressant à des moments pour remplacer Dimitri Payet par exemple lorsqu'il avait des coups de moins bien. Et là aussi l'OM a tenté de le faire revenir un petit peu comme Saliba, mais a priori là ce serait compliqué. Schalke demanderait quand même pas mal d'argent, et il y aurait des clubs, un club turc, je ne sais plus lequel c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui serait positionné sur lui, et il semblerait se diriger en tout cas vers la Turquie. Voilà pour ce qui est des départs. Concernant les arrivées, alors déjà on a des cas un petit peu particuliers, on a 4 joueurs dont les options d'achat ont été levées. On a Paul Lopez qui a été, donc l'option d'achat a été levée pour 12 millions d'euros. Un gardien forcément, voilà, il va avoir besoin d'un gardien. Il a quand même fait une bonne première saison du côté de l'OM. Ça s'est un petit peu ralenti, on va dire. C'était quand même moins bien en deuxième partie de saison, notamment avec Steve Mandanda qui était revenu dans la concurrence. Ça l'avait peut-être fait un petit peu douter, le portier espagnol. Mais voilà, en tout cas là, on a quand même vu des très belles choses, notamment balle au pied. C'est un joueur qui est un gardien qui est exceptionnel tout simplement, qui est capable vraiment de participer au jeu. On l'a vu bon nombre de fois hors de sa surface, et même sur sa ligne, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire une très bonne première partie de saison, et même ensuite qui a quand même été bon, même s'il y avait un petit coup de moins bien. Donc voilà, il va falloir qu'il montre vraiment qu'il peut se hisser comme un gardien titulaire d'une équipe qui joue le tableau en Ligue 1. On peut parler aussi de Matteo Guendouzi, son option d'achat a été levée pour 11 millions d'euros. Donc voilà, le joueur a été vendu par Arsenal. Là aussi, là pour le coup je trouve que c'est une très très belle opération. Après ce prêt d'un an qui a été vraiment une réussite pour Matteo Guendouzi, il a été exceptionnel et s'est imposé petit à petit vraiment comme un leader, aussi bien dans sa mentalité qu'un leader technique, et vraiment dans le jeu marseillais. C'est devenu, je trouve, le métronome au milieu de terrain de cette équipe. Et vraiment il est essentiel, et je pense que vraiment voilà, ça c'est peut-être l'un des meilleurs mouvements du mercato marseillais, car voilà, il est en train de montrer après plusieurs échecs du côté d'Arsenal justement, ou encore au Hertha Berlin, que voilà, il est en train de montrer qu'il est au bon endroit, et on a l'impression que tout se passe bien pour lui, et donc je pense vraiment qu'il peut être amené à faire de très grandes choses avec l'OM. On a également le Cengiz Under, le joueur de l'AS Roma, son option d'achat a été levée aussi pour 8,5 millions d'euros. Lui aussi a montré de belles choses sur l'aile, peut-être par moments un petit peu moins, il a pas forcément été régulier toujours, mais il a montré qu'il était capable d'apporter un certain nombre de buts, un certain nombre de passes décisives pour les Marseillais. Il a cette qualité, quand même, une qualité de vitesse sur le côté, voilà, qui est intéressante, une qualité de percussion aussi quand il rentre sur son pied gauche pour enrouler, soit pour distribuer un centre ou pour même frapper à chaque fois. Il tentait souvent sa lucarne opposée, mais voilà, ça aussi quand même un bon coup. Après, à voir si le coach s'en servira ou non. J'ai l'impression pour l'instant qu'il n'est pas forcément dans l'équipe type que voudrait mettre Tudor, au vu de ce qu'on a pu observer pendant les matchs de préparation. Mais voilà, ça aussi, affaire à suivre.
Et parmi ces joueurs-là dont les options d'achat ont été levées, il y a également Arkadiusz Milik pour 8 millions d'euros, donc en provenance de Naples. Lui aussi a montré qu'il était capable de marquer beaucoup de buts cette saison. Il y a quand même eu quelques regrets sur la finition. À certains moments, on a senti là aussi des coups de moins bien. Par moments, il n'était pas forcément toujours étincelant. Donc voilà, là aussi, lui, il va avoir l'occasion cette saison de montrer que c'est vraiment un tueur devant le but et il peut largement être l'un des meilleurs numéro 9 du championnat quand il est au maximum de sa forme et qu'il est qu'il n'est pas quand les blessures le laissent un petit peu tranquille, surtout qu'il avait un petit peu de mal à s'entendre avec Jorge Sampaoli, donc là pour lui l'arrivée d'Igor Tudor aussi c'est je pense une bénédiction et ça pourrait le relancer sur des bons rails encore plus que ce qu'il ne le faisait avec Jorge Sampaoli. Au niveau des joueurs achetés vraiment désormais aussi on peut parler de Samuel Gigot. Il avait été acheté au mercato hivernal lui pour le coup pour 11 millions d'euros, il avait ensuite été reprêté au Spartak Moscou et donc là il arrive cet été à l'OM pour vraiment essayer de combler ces postes de défenseurs centraux laissés vides par Luan Pérez et William Saliba. Donc voilà un joueur qui semble en tout cas intéressant. On verra ce que ça va donner. En défense également il y a Isaac Touré qui a été acheté, un jeune joueur prometteur en provenance de la Ligue 2, un défenseur assez grand de 2m04 voilà, qui est plutôt bon balle au pied, défensivement qui a peut-être un petit peu plus de difficultés en duel en 1 contre 1. C'est un peu le problème aussi quand on est grand comme ça, c'est pas forcément toujours évident si on se fait prendre de vitesse, voilà ça peut être compliqué, mais en tout cas ça a l'air d'être un joueur très prometteur. Manchester City était aussi sur le coup, au final il a décidé de signer à l'OM, donc voilà ça peut être vraiment un joueur d'avenir et qui va peut-être s'intégrer déjà petit à petit cette saison dans la défense, pourquoi pas titulaire de l'OM au vu du chantier qu'il y a sur ces postes là. D'un point de vue défensif mais aussi offensif, on peut parler de Jonathan Klaus qui a été acheté pour 7,5 millions d'euros, le piston droit du Racing Club de Lens qui a connu ses premières sélections avec l'équipe de France il y a peu. Bah, lui aussi ça, là pour le coup c'est un très très bon coup. Il va essayer de venir apporter dans le système d'Igor Tudor, un système voilà, avec, je le disais, des pistons qui sont énormément responsabilisés et voilà, il y aura vraiment cette volonté de l'intégrer dans les phases offensives. Jonathan Klaus, lui qui est capable de donner des très bons centres, voilà, qui est capable de donner des bonnes passes décisives, qui a une bonne qualité sur coup de pied arrêté également. C'est forcément un joueur, un gros je trouve, un gros step-up par rapport à Paul Lirola qui était vraiment moins bon cette saison et je pense voilà, vraiment que c'est un bon coup pour 7,5 millions d'euros. Alors a priori il y aurait quelques bonus, je sais pas exactement, mais voilà forcément c'est un bon coup pour l'Olympique de Marseille à n'en pas douter. On peut aussi parler de l'arrivée de Luis Suarez en attaque. Luis Suarez qui a été acheté, donc c'est pas l'Uruguayen, Luis Suarez en provenance de Grenade, lui pour le coup c'est un Colombien et donc lui il a été acheté à Grenade en Liga et donc bon, quelques réserves sur ce joueur, surtout pour 10 millions d'euros, pour avoir vu quelques séquences ça a l'air d'être un joueur, alors il a une très grosse activité, il presse énormément, donc ça va forcément plaire à Igor Tudor pour mettre en place son système de jeu comme je le disais, mais il a beaucoup de mal à la finition, il n'a pas forcément une très bonne touche de balle et en 1 contre 1 c'est pas forcément évident pour lui, donc voilà il va falloir qui réussissent à passer un cap réellement s'il veut s'imposer dans cette Olympique de Marseille, surtout que ça va être pas forcément évident. Voilà, j'émettrai quelques réserves, mais on va dire que ça semble en tout cas coller au choix du coach, et donc voilà, on voit un directeur, un président slash directeur sportif en la personne de Longoria qui travaille vraiment en fonction de ce que son entraîneur veut mettre en place aussi, et ça c'est forcément une bonne chose. On peut aussi parler de l'arrivée de Nuno Tavares en prêt du côté d'Arsenal, enfin il vient d'Arsenal et à l'Olympique de Marseille, là aussi toujours dans cette idée de piston gauche cette fois-ci, en concurrence avec Kolasinac, un joueur qui semble prometteur. Voilà, je ne l'ai pas forcément vu énormément, je pourrais pas me prononcer non plus, mais il a l'air assez prometteur à ce qu'on dise les supporters d'Arsenal. Ça va lui permettre vraiment de s'aguerrir sur cette partie, et ça pourrait aussi permettre à l'OM de profiter de l'expérience d'un jeune, voilà, en prêt durant 1 an pour potentiellement atteindre les objectifs. Au niveau des arrivées, je crois que c'est tout. Il y a eu aussi Alexis Sanchez qui a été évoqué. Bon, pour l'instant, rien n'est fait, donc on va pas forcément encore se prononcer là-dessus. Ça me semblerait même assez bizarre parce que j'ai l'impression que c'est déjà quand même assez bouché offensivement. Après, il pourra apporter de l'expérience. Au moment où je tourne la vidéo, toujours, rien n'a été fait, donc on va pas en parler. On a aussi simplement les retours en prêt de Jordan Amavi, latéral gauche, mais l'OM semblerait vouloir s'en débarrasser. C'est également le cas de Kevin Strootman qui revient, mais voilà, l'OM lui chercherait une porte de sortie, au moins en prêt
prêt pour dégraisser un petit peu du salaire, parce qu'il touche un salaire énorme vu ce que la précédente direction lui avait donné au moment de son transfert. Et il y a également le retour de Radonjic qui avait été prêté au Benfica Lisbonne, mais qui est prêté tout de suite dans la foulée au Torino en Italie. Donc voilà, il n'y a même pas de retour à l'OM. Vraiment, il revient d'un prêt pour repartir en prêt. Donc ça concerne pas le club. Tout de suite on voit juste qu'il y a une balance quand même assez négative d'un point de vue transfert. On est à moins 55 millions là pour l'OM, beaucoup plus d'achats que de ventes. C'est pour ça aussi que je parlais de Bamba Dieng et certainement peut-être d'autres joueurs, parce qu'il va falloir aussi rééquilibrer tout ça. Ça m'étonnerait qu'on finisse avec une balance aussi dans le négatif comme ça me semblerait quand même assez bizarre que McCourt cautionne ça, lui qui remet déjà de l'argent quand même chaque année et qui apparemment se plaignait déjà un petit peu de ça. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir s'attendre à quelques ventes et pourquoi pas quelques arrivées à moindre coût, mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle, voilà ce qu'il en est pour le mercato. Désormais, si on essaye de se projeter sur une équipe titulaire, voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous l'affiche, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers un 3-4-3 avec évidemment Paul Lopez dans les buts et Ruben Blanco. Ah oui, voilà, j'en ai pas parlé dans la partie d'avant. Ruben Blanco qui est arrivé lui du Celta Vigo pour 3 millions d'euros en tant que gardien remplaçant. Il sera la doublure de Paul Lopez. En défense, donc la défense à 3, je verrais bien Mbemba non plus, dont j'ai pas parlé dans la partie juste avant, voilà, il y a tellement eu d'arrivées. Mbemba qui arrive en provenance du Portugal et qui va donc essayer d'amener son expérience, lui qui a 27 ou 28 ans je crois. Voilà, il va essayer d'apporter un petit peu toute son expérience à cette défense olympienne. A priori il partirait pour être titulaire, il l'a été dans les matchs de préparation de l'OM en tout cas, et donc voilà, je le verrais bien partir titulaire dans l'axe droit notamment, avec pourquoi pas même Samuel Gigot au centre. Lui aussi il semble comme Mbemba, ça semble vraiment être les deux joueurs recrutés pour faire partie intégrante de cette défense. Et pour le coup de l'autre côté, dans l'axe gauche, il y a peut-être plus d'incertitude entre, je le disais, Isaac Touré, le nouveau joueur qui est gaucher, en plus c'est le seul vrai gaucher de cette défense, ou alors Balerdi qui est droitier pour le coup, mais qui est très bon balle au pied et qui est capable de se débrouiller largement du pied gauche. Donc là je pense vraiment que ça pourrait tourner entre les deux joueurs. Après voilà, il y a quelques joueurs pour tourner forcément. Caleta-Car aussi, même plus que pour tourner, Caleta-Car pourrait aussi avoir une place de titulaire au fil des matchs. Il a été quand même assez performant la saison passée, voilà. Ou alors il y avait aussi des rumeurs concernant un départ, donc voilà, affaire à suivre, mais Caleta-Car pourrait au moins servir dans la rotation et être titulaire pour jouer les nombreux matchs que l'OM aura cette saison. On peut aussi parler d'Alvaro González, est-ce qu'il sera là ou non, lui qui avait été un petit peu en froid avec son entraîneur et qui avait été un petit peu mis à pied de l'effectif olympien. Il était complètement sorti de la rotation, donc voilà, au niveau de la défense, on va dire que c'est quand même, il y a un petit peu de monde derrière, mais ça pourrait vite tourner. Donc pourquoi pas essayer de recruter un défenseur là aussi à moindre coût pour essayer de trouver des solutions alternatives en cas de blessure ou en cas de méforme. Au niveau des pistons désormais, on va avoir donc à gauche forcément Nuno Tavares, je pense, le joueur prêté par Arsenal. Alors il risque d'y avoir de la concurrence forcément avec Kolasinac, peut-être qu'ils joueront là aussi presque un match sur deux, voilà, ça dépendra vraiment de ce que veut faire Igor Tudor. En revanche, moi je trouve que Tavares a peut-être plus les qualités requises pour évoluer dans le système de Tudor. J'ai l'impression qu'offensivement il peut plus apporter, et voilà, que physiquement, même avec sa jeunesse, il peut être mieux que Kolasinac, qui a vraiment laissé une sensation pas exceptionnel l'an passé avec l'OM, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc de l'autre côté, forcément, Jonathan Klaus sera titulaire, à n'en pas douter, avec derrière lui un Paul Lirola qui va devoir se remettre lui aussi sur la bonne pente, parce que là pour l'instant c'était un petit peu compliqué cette saison, surtout que la saison passée il avait quand même été assez exceptionnel, mais voilà, là pour l'instant il est un petit peu en dessous du moins. Donc voilà, je pense que sur ce poste là ça va être assez clair. Si on passe au milieu de terrain désormais, donc évidemment je pense que ce sera Valentin Rongier et Matteo Guendouzi qui seront titulaires. Valentin Rongier qui a été majoritairement arrière droit l'an passé, je le vois bien prendre cette place au milieu du terrain avec Matteo Guendouzi. Je parlais de son importance forcément, il est capable de se projeter balle au pied, il va vraiment faire le lien entre l'attaque et la défense. Voilà, c'est vraiment un joueur polyvalent qui est capable de multiplier les courses, et Valentin Rongier, je le verrais peut-être plus dans un rôle vraiment de numéro 6 qui resterait peut-être plus bas pendant que Guendouzi se projette un petit peu plus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un bon milieu de terrain. Peut-être que ça manque de profondeur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que Pape Gueye derrière comme solution alternative. Peut-être là aussi recruter un joueur ou deux pour essayer de mettre de la profondeur, parce qu'on peut rapidement être
être limité en tant que voilà là ils peuvent s'il y a une blessure ou une méforme, on est tout de suite assez restreint, même si des joueurs plus hauts pourraient redescendre. Mais voilà, en tout cas, je verrais bien ça au milieu de terrain, un peu plus haut, donc les ailiers ou même plutôt les deux numéros 10 derrière l'attaquant. Donc sans trop de surprise, je verrais bien Dimitri Payet et Gerson. C'est comme ça qu'ils ont été utilisés dans le dernier match face au Milan AC. Et donc voilà, Gerson qui devient le joueur phare aussi de l'OM, un petit peu comme Guendouzi, qui est en train de monter en puissance, qui va vraiment avoir un rôle prépondérant cette saison avec l'OM. Et je pense qu'il va falloir compter sur lui et qu'il répondra présent, puisqu'il a montré qu'il était quand même assez performant avec le club phocéen cette saison. De l'autre côté, Dimitri Payet commence à se faire un petit peu vieux. Alors après, il y aura des joueurs, il y aura des alternatives. Under pourra jouer aussi sur ces postes-là potentiellement, peut-être justement s'excentrer un petit peu plus, contrairement à Gerson et Payet qui sont plus des joueurs d'axe ou de demi-espace. Voilà, des joueurs comme De La Fuente ou Under pourraient être aussi utilisés pour jouer avec vraiment des ailiers d'un côté ou de l'autre, jouer en asymétrie avec un Gerson avec un De La Fuente ou un Payet avec Under. Enfin voilà, il y a plusieurs alternatives qui sont possibles dans ces phases de jeu, sur ces postes-là, et je pense que sur ça ils sont assez fournis, tout comme en attaque où je pense que Milik devrait être titulaire au vu de son talent, voilà, devrait être le titulaire principal. En revanche, il faudra pas négliger l'arrivée de Luis Suarez, surtout pour 10 millions d'euros, surtout voilà, lui il va être capable de presser, et ça va instaurer aussi une vraie concurrence chez les numéros 9. Il y a aussi Bakambu qui est arrivé l'an passé, mais voilà, là il va y avoir aussi une vraie concurrence, mais je verrais bien voilà, Milik avec peut-être 70% du temps de jeu, Suarez avec 20-25%, voilà, ou j'en sais rien, 60, 30 et 10% pour Bakambu, que je vois vraiment beaucoup moins jouer que les deux autres. Mais voilà en tout cas ce qui semble se dégager pour cette équipe titulaire. Désormais, si on parle de l'ambition et tout simplement de mon pronostic sur cette partie-là, moi je pense que d'un point de vue ambition, l'Olympique de Marseille doit vraiment essayer de finir dans les 3 premières places, essayer même d'être deuxième. Voilà, quand tu te qualifies pour la Ligue des Champions de saison, tu as forcément envie d'y retourner, de faire au moins aussi bien l'an passé. C'est un petit peu la logique des choses, de ne pas faire moins bien que la saison précédente. Donc en revanche, voilà, ça me semble compliqué au vu de l'effectif. Mais voilà, je pense que l'objectif il doit être celui-là en Ligue 1, vraiment s'accrocher pour aller jouer le podium jusqu'à la fin de la saison, bien que la concurrence se soit renforcée. Pour le coup là, si je vous donne mon pronostic personnel, j'ai vraiment du mal à y croire, vraiment beaucoup de mal à y croire, et même si vous êtes supporter marseillais, vous allez être peut-être un petit peu déçu parce que je vais vous dire, moi personnellement je vois même l'Olympique de Marseille terminer 6ème cette saison. Voilà, la concurrence s'est renforcée, je trouve que déjà l'an passé, il y a eu quand même pas mal de réussites au vu des matchs, au vu de ce qui était proposé. Et là, je trouve que tu as vraiment perdu 2 éléments majeurs en la personne de Camara et de Saliba, et que ça va être extrêmement dur de les remplacer. Et donc je pense, voilà, je les vois, pour l'instant, je vois même pas assez de profondeur pour jouer toutes les compétitions à fond. Je pense que la Ligue des Champions peut aussi forcément te pénaliser. Il va y avoir presque 2 matchs toutes les semaines jusqu'en novembre. Voilà, il va y avoir la Coupe du Monde cette saison. Ça va être une saison extrêmement longue. Et donc en Ligue 1, du moins, je les vois terminer à cette 6ème place. Donc voilà, franchement, j'ai du mal. Il y a des premiers signes avant-coureurs qui laissent un petit peu perplexe. Les matchs de préparation n'ont pas été bons. Il y a eu beaucoup de défaites. Il y a déjà eu des premières frictions entre Gerson et le coach. Jonathan Klaus qui a aussi fait une déclaration, on va dire, une déclaration assez surréaliste pour un joueur qui vient d'arriver, voilà, qui aurait dû mettre un petit peu d'eau dans son vin. Il a tout de suite un petit peu mis les problèmes sur le devant de la scène. Donc voilà, pour moi vraiment j'ai pas forcément un bon feeling avec l'OM cette saison en Ligue 1, mais bon, après l'avenir nous le dira, et peut-être que je me tromperai totalement. Évidemment, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas quand je regarde par rapport aux effectifs autres et par rapport aux autres équipes, tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain gap qui s'est créé et que les joueurs qui sont partis n'ont pas été remplacés par des joueurs aussi qualitatifs. Et donc pour finir avec la Ligue des Champions, bah forcément l'Olympique de Marseille est chapeau 4, peut-être chapeau 3, mais je crois que les conditions sont presque impossibles pour qu'il passe dans le chapeau 3. Donc tu vas avoir un tirage qui normalement devrait être très compliqué. On va dire qu'au pire des cas, tu peux avoir 3 équipes vraiment sur le papier meilleures que toi. Dans le meilleur des cas, tu en auras forcément au moins une, et tu peux avoir des équipes peut-être de ton niveau. Tout dépendra du tirage. Je pense que l'OM doit vraiment partir avec l'état d'esprit de se dire qu'il faut aller se qualifier au moins en Ligue Europa, cette 3ème place. Ça permettrait, voilà, de s'être qualifié en Ligue des Champions, d'avoir fait rentrer de l'argent, mais en revanche de pouvoir potentiellement aller faire un beau parcours dans une compétition qui semble tout de même beaucoup plus à la portée de l'OM.
Et donc voilà, ça me semble en tout cas beaucoup plus réaliste de penser à ça. Et encore, je pense que ce sera pas gagné parce que vraiment ce chapeau 4, c'est loin d'être un cadeau pour les Marseillais. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas, supporter olympien ou non, vous simple observateur qui regardez cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de cet effectif de l'OM, vos attentes cette saison, ce que vous pensez, pour avoir déjà discuté avec pas mal de supporters marseillais de mon entourage ou même voir les tendances sur les réseaux. On a l'impression qu'il y a quand même un certain scepticisme qui est en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression voilà, que ça va un petit peu dans le sens de ce que je dis, ce que ressentent les Marseillais, mais n'hésitez pas à le dire tout de même, voilà, si vous sentez comme moi, si vous pensez l'inverse. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ça me ferait plaisir et ça m'aide beaucoup dans le référencement. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos de notre série J- Ligue 1, comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on en a également fait une sur Nice vendredi, et on va essayer d'en sortir une tous les jours jusqu'à vendredi, le début de la Ligue 1, sur ces clubs qui sont censés jouer le haut du tableau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Ciao!